Sinon, allons parler de Dr Joëlle Salomon-Carin qui malheureusement ne peut pas être présente. Donc quand on dit malade, c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est un gros rhume, petite grippe, mais elle n'a malheureusement pas pu donner cours cet après-midi à la faculté des géosciences, donc il était normal qu'il ne puisse pas donner cours ici. Elle aurait normalement dû parler de l'agriculture urbaine et m'a promis que le semestre prochain, si on le voulait, elle serait toute contente de venir donner une conférence sur ce thème. Donc pour ceux qui sont venus principalement pour ça, je vous prie bien vouloir vous excuser, mais je pensais bien que c'est indépendant de notre volonté. Donc sans plus attendre, nous allons passer à la deuxième conférencière, qui est donc professeur Camille Terrier, qui a un PhD, enfin un doctorat de l'école d'économie de Paris, Paris School of Economics pour les anglophones. Elle a également été à la London School of Economics en tant que visiteuse, en tant que doctorante, mais elle a également été postdoctorante au MIT, donc Londres, Paris, Boston, professeur à Lausanne, donc chaque fois une des plus petites, prochaine étape, Limoges. Et le but aujourd'hui, c'est que vous nous parliez de la mobilité des enseignants en termes de matching. Le matching, c'est la correspondance, c'est faire en sorte que une personne est là, donc après c'est pour les enseignants, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer la mobilité des enseignants sans pénaliser les endroits justement les moins attractifs. C'est justement ce que va nous présenter aujourd'hui Madame Terrier. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. Et dernière chose quand même, j'aimerais remercier Simon et Inès très particulièrement qui ont beaucoup œuvré pour que cet événement ait lieu. Et évidemment, vous aurez l'occasion de boire un verre et de manger quelque chose à l'apéritif dans une heure. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis là pour présenter cette recherche. Donc en fait, c'est un projet qui a commencé il y a assez longtemps dans le cadre de mon doctorat, il y a au moins, je pense, 4 ans. Et en fait, pour un tout petit peu de contexte sur ce projet de recherche, quand j'ai fait ma thèse à l'École d'économie de Paris, je faisais ma thèse en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc je passais 2 jours au ministère pour pouvoir accéder aux données et 2 jours à l'École d'économie de Paris. Et dans le cadre de ce partenariat, en fait, ils me donnaient accès à la plupart des bases de données du ministère. Et à l'origine, moi, j'ai un profil beaucoup plus empirique, c'est-à-dire que les algorithmes d'affectation, enfin, je vais en parler un peu plus après, mais c'est une littérature assez théorique sur comment affecter des agents à des objets. Ça peut être des élèves à des établissements scolaires, ça peut être des enseignants à des établissements scolaires, ça peut être des logements sociaux, comment on fait pour affecter les logements sociaux. Et en fait, j'avais un profil beaucoup plus empirique. Je suis allée au ministère de l'Éducation nationale avec en tête d'utiliser les données sur les vœux reportés par les enseignants quand ils veulent changer d'établissement et d'utiliser ces vœux reportés pour comprendre quels sont les déterminants de l'attractivité de certains établissements scolaires. Et en fait, quand j'ai parlé avec le ministère, ils m'ont introduit aussi à la DGRH, qui est les ressources humaines du ministère, et j'ai compris qu'ils utilisaient un algorithme. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse littérature en économie sur ces algorithmes d'affectation. 80% de cette littérature, c'est vraiment sur les algorithmes d'affectation des élèves dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, je vais faire un détour dans la présentation sur quels sont les points communs et quelles sont les différences entre la façon dont on envisage l'affectation des élèves dans les établissements scolaires et l'affectation des enseignants dans les établissements scolaires. Mais donc c'est un travail en fait qui est, je pense, assez, dans un sens représentatif des études, des recherches qu'on fait en économie, dans le sens où en fait on va combiner de la théorie et de l'empirique. Donc la théorie, c'est toute la théorie sur quel est l'algorithme qui est actuellement utilisé en France pour affecter les enseignants dans les établissements scolaires. On montre certaines limites de cet algorithme, notamment en termes de mobilité. On a beaucoup d'enseignants qui n'arrivent pas à avoir une mutation, et c'est le constat dont on est parti. Et à partir de ça, nous, on montre qu'il y a un algorithme alternatif qui pourrait être utilisé et qui augmente beaucoup la mobilité des enseignants. Donc ça, c'est la partie théorique. Et en fait, c'est un projet qui est joint avec Julien Combe et Olivier Tercieux, qui sont 2 théoriciens. Et ensuite, il y a toute la partie empirique. On a utilisé toutes les données du ministère. Donc les données, c'est sur les vœux que reportent les enseignants chaque année quand ils veulent changer d'établissement, les priorités qu'ont les enseignants dans les différents établissements, et je vais revenir sur ce que ça veut dire. Donc tous les inputs en fait, de cet algorithme, et on a utilisé ces données-là pour simuler quelles seraient les affectations qu'on obtiendrait si on utilisait un algorithme différent.
Voilà, c'est la combinaison entre la théorie, quelles sont les propriétés des algorithmes, et en pratique, la partie empirique sur les simulations. Et il y a aussi toute une partie politique derrière ce projet-là. Et d'ailleurs, les slides que j'utilise là, en fait, c'est des slides que j'ai utilisés beaucoup pour présenter ce projet au ministère, aux syndicats et à toute la communauté éducative en France. Parce qu'en fait, les processus d'affectation des enseignants, bon, c'est le ministère qui gère ça, mais c'est un processus participatif, pas collaboratif, mais les instances paritaires, donc les syndicats et le ministère sont en charge d'affecter les enseignants de façon jointe. Et ce qui fait qu'en fait, si on réfléchit, notamment comme on l'a fait nous, à toute réforme du processus d'affectation des enseignants, en fait, il faut vraiment arriver à convaincre, mais c'est pas notre rôle vraiment en tant que chercheur, mais si on veut convaincre de l'utilité de nos études et des résultats qu'on trouve et de l'amélioration d'une réforme qu'une réforme apporterait, en fait, il faut parler à la fois au ministère et à la fois au syndicat. Et ça a été une partie du job qui était vraiment intéressante. En fait, c'est de voir, quand on présente au ministère, quels sont les retours qu'on a, quand on présente au syndicat, quels sont les retours qu'on a, et par rapport à, je vais pointer des limites de l'algorithme actuel, mais en fait, ce dont on prend conscience, c'est qu'il y a plein d'objectifs quand on réfléchit au processus d'affectation. Ça peut être est-ce qu'on veut maximiser la mobilité, ou est-ce qu'on veut avoir une distribution des profs égale entre les établissements scolaires pour que les élèves de milieux défavorisés aient accès à des enseignants qui ont une expérience suffisante. Enfin, il y a plein d'objectifs politiques, en fait, qui sont là avant même qu'on réfléchisse à quel algorithme on veut utiliser. Et je pense qu'une des conclusions qu'on a vraiment essayé de partager avec le ministère, c'est qu'en fait, en fonction des objectifs politiques et de la façon dont on les hiérarchise, on a différents types d'algorithmes qu'on peut utiliser. Et ce qui est aussi vrai, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec Parcoursup. Parcoursup, c'est avant en France, pour les affectations des élèves dans les universités, il y avait un système qui s'appelait APB, affectation post-bac, qui a été réformé l'année dernière. Et donc, pour passer d'APB, APB était basé sur un algorithme qui est très similaire à l'algorithme qui est utilisé pour affecter les enseignants dans les établissements scolaires. Et le ministère a décidé d'abandonner cet algorithme, de revenir à un processus où les élèves candidatent dans les universités, reçoivent des offres, ont 2 semaines au début pour accepter ou pas les offres, et donc un processus comme ça en différentes itérations. Et en fait, à nouveau, juste pour vous, pour avoir un cadre d'analyse, en fait, la façon dont on réfléchit à l'affectation des enseignants dans les établissements scolaires et quels sont les objectifs, en fait, c'est les mêmes questionnements qu'on a quand on a réfléchi à l'affectation des élèves dans les universités. Quels sont les objectifs qu'on assigne à ce processus d'affectation, et en fonction de ces objectifs-là, on utilise un algorithme plutôt qu'un autre. Mais donc, pour passer au cœur du sujet, donc une des motivations pour cette étude, c'est que si on s'intéresse, si on regarde la plupart des pays européens ou même non européens, en fait, on a deux problèmes qui réapparaissent dans la plupart des pays, c'est le manque d'attractivité de la profession enseignante et des fortes inégalités de réussite scolaire entre élèves de milieux sociaux, notamment différents. Donc le manque d'attractivité, en France, c'est assez flagrant parce qu'on recrute les enseignants à partir de concours. Donc chaque année, le ministère ouvre des postes au concours. Et par exemple, et chaque année, en fait, les postes ne sont pas complètement pourvus. C'est-à-dire qu'il y a même certaines disciplines qui sont particulièrement déficitaires, comme les maths, par exemple, où il y a moins de candidats que de postes. C'est même pas qu'on a plus de candidats et qui ne sont pas suffisamment bons, c'est qu'on n'a même pas parfois suffisamment de candidats pour les postes. Et un autre exemple dans un autre contexte du manque d'attractivité de la profession enseignante, c'est qu'aux États-Unis, entre 40 et 50% des enseignants quittent la profession durant les 4 ou 5 premières années d'enseignement. Donc sur les inégalités de réussite, qui est un autre point commun de la plupart des systèmes éducatifs, les études PISA montrent qu'en France, l'origine sociale d'un élève, la France est l'un des pays où l'origine sociale des élèves a le plus fort pouvoir prédictif sur la réussite scolaire. Et PISA c'est en fin d'école, en fin de collège, donc c'est à l'âge de 15 ans. Donc à l'âge de 15 ans, la France, si on prend tous les pays de l'OCDE, est quand même un des pays où l'origine sociale des parents a le plus fort score, ce qui est quand même assez alarmant pour un pays qui dépense beaucoup sur son système éducatif. Et ça, il y a plein de théories, d'hypothèses sur qu'est-ce qui explique le fait que la France ait un système éducatif aussi inégalitaire. L'une des hypothèses, c'est qu'on a un cumul des handicaps dans certaines régions. Donc ces inégalités, souvent, elles sont aussi régionales. C'est-à-dire qu'il y a des régions
comme Créteil ou Versailles. Enfin, Versailles, la plupart d'entre nous ont en tête la ville de Versailles, qui est une ville très bourgeoise, mais en fait l'académie de Versailles en elle-même, elle n'est pas particulièrement avantagée, voire même plutôt très désavantagée. Et en fait, on a ces régions qui sont notamment autour de Paris, qui ont des profils d'étudiants d'origine sociale très défavorisés. Et ces régions, c'est aussi les régions qui ont systématiquement les profs en première affectation. Donc les profs ne demandent pas à aller là-bas. Mais vu qu'il y a des déficits structurels, parce que chaque année, donc je vais en reparler, en fait, on a des processus dynamiques où chaque année, tous les profs demandent à quitter Créteil et Versailles, parce qu'ils n'ont pas demandé à y être affectés en première affectation. Donc on les force à aller là-bas, et bien sûr, au bout de 2 ou 3 ans, ils demandent à quitter l'académie. Donc en fait, ça fait que dans certaines de ces régions et des départements, on a des élèves qui ont en fait potentiellement besoin d'un coup de pouce supplémentaire par rapport à des élèves de milieux plus favorisés, et on les met face à des enseignants qui n'ont aucune expérience d'enseignement, ce qui ne veut pas dire nécessairement que c'est des enseignants qui sont bien bons que les autres, mais ce qu'on sait statistiquement, c'est que les premières années d'enseignement, on a une learning curve qui est positive, c'est-à-dire que les enseignants s'améliorent en termes de valeur ajoutée pendant les 2, 3, 4 premières années d'enseignement, et après c'est flat, après ça progresse beaucoup. Donc, illustration de ça sous forme de carte. Ça, donc dans la première carte, on voit la proportion de collégiens qui sont en éclair ou en RRS. Donc éclair ou RRS, c'est les classifications d'établissements les plus défavorisés. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait les régions qui sont du nord de la France ont les plus grosses concentrations d'élèves qui sont en établissements défavorisés. Et c'est aussi les régions qui ont les ratios des enseignants de 50 ans et plus les plus faibles. Donc en fait, on voit bien quand même, là c'est une corrélation, ça ne veut absolument pas dire qu'on a un lien de cause à effet direct, mais on a quand même une corrélation assez flagrante entre les élèves de milieux défavorisés et le nombre, le pourcentage d'enseignants qui ont très peu d'expérience dans l'enseignement. J'ai une question par rapport au programme éclair et RS. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant il va aller dans une école défavorisée, c'est uniquement par rapport à sa situation-là? En général, en fait, les élèves, maintenant, il y a aussi un algorithme d'affectation des élèves dans les établissements scolaires. Donc à la fin du collège, le collège c'est entre 12 ans et 15 ans, même pour aller au collège en fait. Non, à la fin du collège, pour aller en lycée, ils soumettent une liste de vœux, de 3 vœux, ils peuvent être affectés dans certains établissements, mais en pratique, en fait, les élèves ils choisissent souvent les établissements les plus proches géographiquement. Soit parce que les parents ne veulent pas qu'ils aillent plus loin, soit parce que... Donc en fait, en pratique, si vous avez grandi dans un département où il y a une grosse proportion d'élèves de milieux défavorisés, l'établissement est défavorisé dans le sens où il y a plus d'élèves défavorisés, l'établissement ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il n'attire pas justement d'enseignants. Parce que c'est aussi, il y a une distinction hyper intéressante à faire entre la réussite au bac, la réussite au brevet et la valeur ajoutée d'un établissement. C'est-à-dire que si on regarde juste la réussite au bac ou au brevet, tous les établissements hyper bourgeois de Paris et UP, ils ont tous des taux de réussite à 99% au bac. Et si on regarde la valeur ajoutée, donc la valeur ajoutée c'est au vu des caractéristiques des élèves quand ils arrivent dans un lycée, donc on regarde le résultat au brevet, qui est l'examen qu'ils prennent avant de rentrer au lycée, et ensuite quel est leur progrès au vu de leur résultat au brevet. Et en fait, quand on fait ça, quand on raisonne en termes de valeur ajoutée plutôt qu'en termes de résultat absolu des élèves, là on se rend compte que tous les établissements des quartiers bourgeois de Paris, ils sont plutôt en bas du ranking, parce qu'en fait ils ont très peu de valeur ajoutée, c'est juste que les élèves qui arrivent ici, ils ont tout l'environnement familial, souvent ils ont un environnement familial quand même très favorable. Donc c'est ça, en fait il y a eu aussi des changements sur l'attractivité des établissements quand ils ont commencé à publier des indices de valeur ajoutée plutôt que des indices de juste quels sont leurs résultats scolaires au bac. Mais globalement c'est plutôt la distance en fait. La distance à un établissement qui détermine où vont les étudiants. Et donc si on s'intéresse à ces deux questions, qui sont les inégalités de réussite et le problème d'attractivité de la profession enseignante, en fait, on se rend compte assez rapidement que la question de l'affectation des enseignants elle est au cœur de ces deux problématiques-là. Pourquoi? Du point de vue de l'attractivité de la profession, parce que les perspectives de mobilité géographique sont un facteur clé de l'attractivité, et ça c'est particulièrement vrai en France, parce qu'en fait, on n'a pas un marché du travail qui est libre, comme ce serait le cas dans la plupart des pays, notamment en Suisse, j'imagine, où les enseignants peuvent candidater
comme ils le souhaitent dans des établissements scolaires. En fait, en France, ça c'est pas possible, en tout cas dans les établissements publics, même dans le privé, c'est pas aussi simple que ça. Donc la façon dont ça fonctionne en France, c'est que les enseignants qui souhaitent être affectés dans un établissement scolaire, ils doivent soumettre une liste ordonnée des établissements dans lesquels ils voudraient être affectés. Les établissements, ils ont des barèmes et ils classent les enseignants qui candidatent. Même si en fait, en pratique, ce n'est pas les établissements qui le font, c'est le ministère qui utilise le même barème pour tous les établissements scolaires. Et ensuite, à partir de ces deux rankings, les préférences des enseignants et les barèmes des établissements scolaires, ils utilisent un algorithme qui affecte les enseignants dans les établissements scolaires. Donc, de ce fait, un enseignant en début de carrière, en tout cas un enseignant qui n'a pas d'affectation initiale, qui vient juste de passer le concours, peut être forcé à aller dans un établissement scolaire, ce qui n'est pas le cas d'enseignants qui ont déjà un poste à l'origine. Et donc, ces perspectives de mobilité, c'est un facteur particulièrement désincitant à rejoindre la profession enseignante en France, parce qu'on sait qu'on peut être affecté, si je viens de Bordeaux à l'origine, je peux être affecté à Créteil ou à Lille en première affectation. Ce qui se passe, en fait, 50% des enseignants qui viennent de passer le concours sont affectés à Créteil ou Versailles, qui sont 2 académies sur 30. Donc c'est pour vous donner l'ampleur de... C'est pas juste marginal le fait que, en effet, c'est un sacrifice en termes de où est-ce qu'on peut vivre. Et ensuite, même une fois que vous êtes affecté quelque part, vous pouvez faire des vœux de mobilité chaque année, mais en fait, seule une minorité, en 2016 par exemple, 46% des enseignants titulaires en poste qui ont eu un premier geste affecté ont obtenu satisfaction quand ils ont soumis des vœux de mobilité. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 60%, enfin un peu moins de 60% des enseignants qui font des vœux de mobilité, qui souhaitent changer d'académie ou changer de région ou d'établissement et qui n'obtiennent pas de mobilité. Et ça, on sait que c'est un facteur très désincitant à rejoindre la profession enseignante. Donc de ce point de vue-là, si on réfléchit juste à la satisfaction des vœux de mobilité aux enseignants, en termes d'attractivité de la profession, un premier objectif qu'on pourrait avoir en tête quand on réfléchit à tout ce processus d'affectation des enseignants, ce serait juste d'augmenter la mobilité. Idéalement, que chaque enseignant qui fasse une demande de vœu de mobilité puisse obtenir sa mobilité. Donc 100% des enseignants, de passer de 46% ici à 100%. Ça sera un premier objectif. Mais après, si on réfléchit à la question des inégalités de réussite, en fait, on se rend compte que les académies de Créteil, Versailles et Amiens, qui sont à nouveau des académies Créteil, Versailles, c'est tout autour de Paris, c'est un peu les banlieues de Paris. Amiens, c'est une académie qui est assez différente de Créteil et Versailles, parce que c'est une académie très rurale, et qui est non attractive pour ces caractéristiques-là de ruralité. Et en fait, ces académies-là, elles recoupent des énormes demandes de sortie chaque année, c'est-à-dire que 53% des demandes de changement d'établissement, de changement d'académie chaque année, viennent d'enseignants qui sont dans ces 3 académies-là, sur 30. Donc en fait, 50% des vœux de mobilité viennent de 10% des académies. Et donc, étant donné qu'on a des demandes de sortie de ces académies qui sont tellement importantes, et qu'une partie de ces demandes de sortie doivent être acceptées, du coup, il faut compenser le fait qu'on a des flux de sortie énormes de ces académies chaque année, et on compense ça par des entrées de néo-titulaires. Alors, les néo-titulaires, c'est les enseignants qui viennent juste de passer le concours. Et on compense ces demandes de sortie par des entrées de néo-titulaires. Donc, à titre d'exemple, je pense que ça c'est pour 2016 aussi, 87% des entrants à Créteil, c'est des néo-titulaires. Donc, c'est des enseignants qui n'ont aucune année d'expérience, alors que c'est 15% en Rennes, qui est une des académies les plus attractives. Donc on voit à nouveau qu'on a vraiment des inégalités très fortes entre académies. Et donc de ce point de vue-là, quand on réfléchit au processus d'affectation des enseignants, un deuxième objectif, ce serait en fait d'essayer d'allouer les enseignants de façon plus égalitaire sur le territoire. Mais en fait, si on réfléchit à ces deux objectifs, l'un qui est d'augmenter la mobilité et l'autre qui est d'avoir une répartition des enseignants un peu meilleure sur le territoire, on se rend compte que c'est des objectifs qui sont difficilement compatibles. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, 50% des flux de mobilité viennent, 50% des demandes de mobilité viennent de 2 ou 3 académies particulièrement désavantagées. Donc en fait, si on augmente la mobilité générale, on va vider encore plus ces académies-là. Et on va avoir besoin d'encore plus d'enseignants sans expérience pour remplacer les enseignants expérimentés qui quittent les académies de Créteil, Versailles et Amiens. Donc d'un côté, on aimerait augmenter la mobilité et satisfaire les enseignants. D'un autre côté, si on augmente la mobilité, on crée potentiellement encore plus d'inégalités entre les différentes académies. Donc ça, c'est un des trade-offs, un des arbitrages
auxquels on a fait face quand on réfléchissait à cette question, c'est en fait quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est un algorithme qui permet d'améliorer le mouvement, donc la mobilité, mais tout en évitant de heurter les académies défavorisées. Et ça, je vais expliquer comment on fait, notamment en garantissant que tous les enseignants qui sortent de ces académies sont remplacés par des enseignants qui ont une expérience au moins égale. Et donc, juste pour vous donner une idée des résultats de l'étude, on propose un processus d'affectation alternatif qui améliore significativement le mouvement. Donc, en fonction, on a la mobilité, ça se fait discipline par discipline, parce qu'un prof de maths ne peut pas remplacer un prof de français. Et donc, on a fait des simulations sur toutes les disciplines, de plus de 10 enseignants, qui demandent une mobilité. Et donc, on trouve des marges d'amélioration qui vont de l'ordre de 21 à 56% pour les enseignants titulaires, donc les enseignants qui sont en poste à l'origine. Et pour les académies non prioritaires, je vais revenir sur ce que c'est que ces académies prioritaires, on peut augmenter la mobilité jusqu'à 79%. Ce qu'on propose, nous, c'est un outil qui laisse à son utilisateur, donc par exemple au ministère ou au syndicat, différentes options d'affectation pour les académies prioritaires. Donc, les académies prioritaires, ça va être ces académies défavorisées qu'on souhaite ne pas heurter avec la mobilité. Donc dans le reste de la présentation, je vais faire un parallèle avec l'affectation des élèves dans les établissements scolaires, peut-être parce que c'est un tout petit peu plus simple de comprendre comment fonctionnent ces affectations-là. Et ensuite, à partir de ça, je vais expliquer quel est le lien et les différences entre la façon dont on envisage l'affectation des élèves dans les établissements scolaires et l'affectation des enseignants dans les établissements scolaires. Et donc, je vais présenter les faiblesses de l'algorithme actuel, l'algorithme alternatif qu'on suggère nous, et ensuite, avec les données, on va faire des simulations pour montrer de combien on pourrait améliorer la mobilité dans les différentes disciplines. Donc le parallèle avec l'affectation des élèves, donc en France et en fait dans un assez grand nombre de pays ou de villes, parce qu'aux États-Unis les affectations sont souvent à l'échelle des villes, scolaires dans lesquelles ils aimeraient être affectés. Donc en France, en fait, on a AFLNet qui est les affectations au niveau du lycée, et APB qui était l'ancien nom des affectations pour les universités en France. Et donc en fait, il y a un algorithme qui est utilisé, qui est l'algorithme de Gale et Chaplet, qu'on appelle aussi en français l'algorithme à acceptation différée. Et donc comme je l'ai mentionné déjà, les élèves soumettent une liste ordonnée de vœux, et les établissements scolaires ou les universités ont des priorités sur les différents élèves. Donc par exemple, pour AFLNet, les établissements scolaires, ils utilisent les notes, le lieu de résidence des élèves, puisque vous êtes dans un rayon de X kilomètres. Et maintenant, de façon assez croissante, il y a beaucoup de processus d'affectation qui tiennent compte de l'origine sociale dans une approche de affirmative action et de donner accès aux élèves d'origine sociale plus défavorisée, de leur donner accès à des établissements à de meilleurs établissements. Donc voilà, c'est utilisé dans plein de villes et dans un grand nombre de pays, notamment en Europe. Et donc comment ça fonctionne, cet algorithme? En fait, c'est assez intuitif à comprendre. Une fois qu'on a les listes de vœux reportés par les élèves et les priorités des établissements, ça fonctionne en différentes étapes. Donc à la première étape, chaque élève candidate dans son établissement de vœux 1, de rang 1. Et donc les établissements reçoivent un grand nombre de candidatures. Ils classent les candidatures reçues par ordre décroissant de priorité. Donc ils ont un barème et ils peuvent classer les élèves. Et ils acceptent si un établissement a 100 places et reçoit 300 candidatures, l'établissement va accepter les 100 meilleurs candidats et rejeter les 200 autres candidats. Et donc là, ce qui est important, c'est que en fait, les acceptations à chacune de ces étapes sont temporaires. Donc un établissement accepte 100 élèves temporairement et rejette les 200 autres. Et là, on passe à la deuxième étape. À la deuxième étape, si vous avez été rejeté, et quand je dis vous, c'est juste pour vous imaginer le processus de l'algorithme, et ça, c'est juste des lignes de code qui font tout ça automatiquement. À la deuxième étape, chaque élève qui a été rejeté de son vœu numéro 1 candidate à son vœu numéro 2. Et quand il candidate au vœu numéro 2, ça veut dire que tous les établissements ont une liste d'élèves qu'ils ont temporairement acceptés à la première étape, potentiellement les 100 élèves, et des nouveaux élèves qui candidatent parce qu'ils ont été rejetés de leur vœu numéro 1. Et le point fondamental de cet algorithme à acceptation différée, c'est qu'à cette deuxième étape, quand on a la liste des élèves qui ont été acceptés temporairement et les nouveaux élèves, en fait, on refait le ranking et on accepte les 100 premiers et on rejette les 200 du bas. C'est-à-dire qu'un élève a pu être accepté en étape 1 et maintenant qu'il y a de nouveaux candidats, il est rejeté en étape 2.
Et en fait, c'est ça. Et on continue ce processus-là. C'est la distinction entre un algorithme à acceptation différée et un algorithme à acceptation immédiate. Les deux versions exactement de ce que je viens de décrire, en fait, peuvent être utilisées. L'algorithme à acceptation immédiate, souvent on l'appelle l'algorithme de Boston, parce qu'il a été utilisé à Boston à l'origine. L'algorithme à acceptation différée, qui est utilisé en fait maintenant de façon beaucoup plus généralisée. À chacune des étapes, les établissements refont leur ranking, acceptent le top 100, par exemple, s'ils ont 100 places, et rejettent les autres candidats. Et donc on continue comme ça, et l'algorithme s'arrête quand plus aucun élève n'est rejeté pendant le processus. Les algorithmes, quand on regarde différentes classes d'algorithmes, même différents types d'algorithmes, en fait on peut les comparer, et il y a 5 grands critères principaux qui sont toujours utilisés pour comparer des algorithmes. 3 de ces critères-là, on réutilise nous, qui sont utilisés pour comparer les algorithmes d'affectation des élèves dans les établissements scolaires et aussi l'algorithme d'affectation des enseignants. C'est la satisfaction maximale des élèves. En fait, en termes économiques, on appelle ça Pareto Efficiency, c'est-à-dire qu'on regarde 2 allocations, et s'il est possible d'améliorer le rang d'un élève sans détériorer le rang de tous les autres élèves, dans ce cas-là, on dit que l'affectation n'est pas Pareto optimale. Donc c'est ça, le critère de satisfaction maximale. En fait, j'aurais pu le formuler de façon plus économique, mais ça, c'est les termes qu'on utilise pour présenter au ministère où ils ne connaissent pas forcément les termes économiques. Mais ça, c'est bien le concept de Pareto Efficiency. Le respect des barèmes, ça, c'est un critère hyper important. C'est-à-dire que si un élève n'est pas accepté dans un établissement scolaire, il doit pouvoir vérifier que tous les élèves qui ont été affectés dans cet établissement-là ont un barème supérieur à lui. Et on dit qu'une affectation est stable si il n'existe pas de pair élève-établissement qui auraient préféré mutuellement être affectés l'un avec l'autre. Donc on n'a pas d'élèves qui auraient préféré être l'élève est affecté, disons, je sais pas, dans un établissement de Bordeaux, il aurait préféré un établissement de la région de Grenoble, et l'établissement de la région de Grenoble a des élèves qui sont affectés avec un barème inférieur à cet enseignant-là. Donc ça, en pratique, si on utilise l'algorithme de Gale-Chaplet, c'est pas possible, puisqu'on sait que cet algorithme-là est stable. Et le dernier critère qui est important, c'est l'incitation à l'honnêteté. Et ça, c'est un critère en fait, qui est important pour nous en tant que chercheurs, parce que si un algorithme a cette propriété que quand les élèves soumettent une liste de vœux, ils n'ont aucune incitation à être stratégique. C'est-à-dire qu'ils vont toujours perdre en termes d'école qu'ils obtiennent s'ils font un vœu stratégique par rapport à s'ils reportent leur vraie préférence. Et ça, en fait, la distinction entre un algorithme qui est, on appelle ça strategy proof ou non-strategy proof, en fait, on la voit si vous gardez en tête la description de l'algorithme que j'ai faite juste avant, l'algorithme à acceptation différée, où à chacune des étapes, les élèves y candidatent, peut-être que vous êtes rejeté, et après vous candidatez à votre vœu numéro 2. Si vous avez la plus haute priorité à votre vœu numéro 2, vous serez accepté, puisqu'à chaque étape, les établissements refont leur liste et refont leur ranking. Si vous avez, donc ça vous incite vraiment à reporter vos préférences dans l'ordre tel que c'est vos vraies préférences. Si on a un algorithme à acceptation immédiate, juste la même description que j'ai faite précédemment, où vous candidatez dans un établissement, l'établissement sélectionne les 100 premiers candidats, rejette les 200 autres, et quand vous candidatez au deuxième établissement, peut-être qu'il sera déjà plein, et que le deuxième établissement ne va pas refaire son ranking. Donc si vous candidatez à votre deuxième établissement, il est plein, donc vous candidatez au troisième, au quatrième, au cinquième. Vous voyez que ça, en fait, c'est une différence clé entre algorithme à acceptation différée et algorithme à acceptation immédiate. Et les algorithmes à acceptation immédiate, en fait, ils incitent vraiment les parents à réfléchir de façon très stratégique à quel vœu ils mettent en vœu 1. Parce que si vous loupez votre vœu 1, dans ce cas-là, quand vous arrivez au vœu 2, il est déjà plein, le vœu 3 est plein, le vœu 4 est plein, et vous pouvez potentiellement, si vous loupez le vœu 1, vous pouvez vous retrouver très bas dans votre liste. Et donc, d'un point de vue en fait, de toute cette littérature sur les algorithmes d'affectation, c'est une propriété des algorithmes, est-ce qu'il est manipulable ou non, qui est hyper importante parce que ce qu'on sait, c'est que la capacité à manipuler un algorithme, donc typiquement faire ce raisonnement de la part des parents, qui est si je n'ai pas mon vœu numéro 1, quelles sont les chances que j'ai mon vœu numéro 2, mon vœu numéro 3, mon vœu numéro 4, et surtout, la question la plus importante dans ce cas-là, c'est quelles sont les chances que j'ai mon vœu numéro 1. Et ça nécessite de savoir combien d'autres candidats candidatent dans mon vœu numéro 1 et comment je suis classé dans mon vœu numéro 1. Est-ce que je suis à une distance proche?
Est-ce que mes frères et sœurs sont déjà dans l'école, donc j'ai une propre priorité haute? Et juste pour finalement reprendre la question, en fait, ça, c'est des calculs et des informations qui... Enfin, il y a des papiers de recherche qui ont montré que ça diffère beaucoup en fonction de l'origine sociale des élèves. Les parents qui ont toute l'information, qui ont un niveau d'éducation bien plus élevé, sont bien plus capables de faire les bonnes stratégies pour accéder aux bons établissements. Alors que les parents qui comprennent mal l'algorithme et qui n'ont pas les informations sur est-ce que c'est un établissement qui est très demandé et quelles sont mes chances d'accéder à cet établissement-là, dans ce cas-là, souvent ils sont heurtés par des algorithmes qui sont pas stratégiques. Est-ce que les élèves les connaissent les barèmes? Oui, ouais. Normalement, ils connaissent les barèmes. Et ben, c'est là que, en théorie, vous les connaissez, mais après, s'il y a 100 établissements, et que certains établissements utilisent un bonus si vos frères ou sœurs, parce que ça c'est un bonus assez fréquent, en fait ça veut dire que vraiment il faut y passer du temps pour comprendre quelle est ma priorité dans tel établissement par rapport à un autre. Chaque établissement est pour les mêmes critères? Alors ça dépend beaucoup des pays. En France, c'est par académie. Donc l'académie de Paris, ce qui diffère pas mal, c'est les affirmative actions. C'est à quel point on donne des bonus de points pour les élèves qui viennent d'établissements ZEP, zone d'éducation prioritaire. En Angleterre, par exemple, chaque établissement a ses propres critères de sélection, et ils peuvent en avoir 12, 15. D'ailleurs, en Angleterre, par exemple, un des critères, certains établissements ont est-ce que vous allez, notamment pour les établissements catholiques, ils demandent un certificat de l'Église du fait que vous allez à l'Église. Donc en fait, il y a vraiment une variété énorme de critères qui peuvent être utilisés, et en fonction des pays, en fonction des villes, les administrations peuvent décider que tous les établissements vont avoir les mêmes critères, ou elles peuvent décider que les établissements scolaires sont libres d'avoir leurs propres critères. Ce qui est en fait une autre question intéressante du point de vue de la recherche sur les incitations. Mais donc, quelles sont les différences si on pense? Donc, maintenant, vous avez en tête ce processus d'affectation des élèves aux établissements scolaires. En fait, il y a une différence centrale entre la façon dont on réfléchit à l'affectation des élèves dans les établissements scolaires et la façon dont on réfléchit à l'affectation des enseignants. C'est que les enseignants, pour la plupart, ont déjà une affectation initiale. Donc, les enseignants, ils sont déjà en poste. Et en fait, la question, c'est pas une question d'affectation première, c'est une question de réaffectation. Et on voit qu'intuitivement, au cours de l'algorithme, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un enseignant est affecté dans un établissement, il libère son poste. Donc, de façon dynamique, en fait, ça libère des postes qui vont être récupérés par d'autres enseignants. Et une autre conséquence, en fait, qui est même une conséquence de la première conséquence, c'est que si vous avez déjà un établissement, donc si les enseignants sont en poste, en fait, ils ont un droit à rester dans leur académie d'origine, sur leur poste d'origine. Donc, si un enseignant ne classe que 2 établissements, un qui est à Bordeaux, un qui est à Toulouse, et qu'il n'obtient aucun de ces 2 établissements-là, il doit pouvoir avoir l'option de rester sur son établissement d'origine et pas finir à Créteil ou Versailles si l'enseignant était à l'origine à Grenoble, par exemple. Et en fait, ça c'est un point, ça c'est pas nécessaire comme critère, mais quand on a des algorithmes sur des marchés du travail, en fait, c'est souvent un critère qui est utilisé parce que sinon, c'est hyper risqué pour les enseignants de formuler des vœux de mobilité. C'est-à-dire que si vous faites 2 vœux de mobilité dans des académies relativement attractives, et que vous venez d'une académie qui est un peu au milieu en termes d'attractivité, si on n'a pas cette condition-là, ça veut dire que les enseignants peuvent se retrouver dans des académies vraiment très peu attractives s'ils obtiennent aucun de leurs vœux de mobilité. Or, l'algorithme de Gaillet-Chaplet ne garantit pas ce droit. Et de façon très simple, comme on le voit, c'est que si on reprend exactement comment fonctionne cet algorithme, comme je l'ai décrit précédemment, si un enseignant classe un établissement scolaire qui est à Bordeaux, ensuite Toulouse, et que l'enseignant vient initialement de Grenoble, en fait, vous voyez que dans le fonctionnement de l'algorithme, il va candidater dans son vœu 1, donc il va candidater à Bordeaux en premier. Bordeaux fait ses listes, regarde les enseignants, accepte les premiers et rejette les autres. Si l'enseignant est rejeté de Bordeaux, en deuxième étape, il candidate à Toulouse. Toulouse va regarder les listes d'enseignants, les classer. Peut-être que l'enseignant va être rejeté de Toulouse. Et quand il candidate à Grenoble, qui est son académie ou son établissement d'origine, en fait, rien ne lui garantit qu'il va être en haut de la pile
candidate à Grenoble, il peut être rejeté de son académie d'origine et finir dans des académies qui sont nettement moins attractives. Donc ça, c'est juste si, d'un point de vue théorique, en fait, on sait que cet algorithme de Galilée-Chaplé, il ne garantit pas aux enseignants la possibilité de rester dans leur académie d'origine. Donc ce qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale, c'est d'utiliser une version un tout petit peu modifiée de l'algorithme, qui est que tous les enseignants, donc si on reprend l'exemple de notre enseignant de Grenoble, qui classait Bordeaux et Toulouse, on va rajouter à sa liste de vœux son académie ou son établissement d'origine, et dans son établissement d'origine, on lui donne la plus haute priorité parmi tous les points. Et ça, en fait, c'est une modification qui ne change rien au code de l'algorithme. C'est juste une modification hyper simple qui fait que quand l'enseignant n'obtient pas ses 2 premiers vœux, il va candidater dans l'algorithme sur son affectation initiale, et quand il candidate dans son affectation initiale, par définition, il a la plus haute priorité, donc il est sûr de l'obtenir. Et en fait, ça, c'est juste une petite modification qui est faite pour garantir aux enseignants la possibilité de rester sur leur académie d'origine. En pratique, et donc ça, c'est l'algorithme qui est utilisé en France pour affecter les enseignants. En fait, en pratique, ce qui se passe, c'est que c'est une modification qui fait complètement sens du point de vue de ce critère-là, qui est de garantir aux enseignants la possibilité de rester sur leur affectation initiale. Mais en fait, c'est un coût énorme en termes de mobilité. Et ça, on le montre par un exemple. Tout simple. Potentiellement, donc si on prend 3 enseignants, son académie d'origine et finit avec l'enseignant 1, et ça, c'est juste si à Versailles. L'enseignant 2 est juste un point de vue théorique, en fait on sait que l'enseignant 3 est garanti aux enseignants. Pour vous donner une idée de ces applications, donc ça c'est ce qui est fait par le ministère de l'Éducation. Bordeaux, c'est une des académies. C'est d'utiliser une version France et Versailles, c'est un algorithme relativement qui est que tous les enseignants, et donc pour simplifier, imaginons que les priorités des académies sont uniquement basées sur l'expérience des enseignants. On va rajouter à cet enseignant-là, c'est celui qui aura son établissement d'origine partout. Et dans son enseignant d'origine, on lui donne la plus haute avec 15 ans d'expérience parmi tous les c'est celui qui aura la plus haute priorité d'identification qui change rien au code de l'enseignant. C'est juste une modification hyper simple intermédiaire qui fait. Et donc, imaginons quand c'est une préférence des enseignants n'obtient pas ces préférences-là, il va candidater assez proche de ce qu'on a l'algorithme sur son affectation. C'est-à-dire que les enseignants, et quand il a un candidat de la affectation enseignant 1 qui a par définition, il a la plus haute priorité, donc bien sûr de l'obtenir. Et s'il n'obtient pas, il préfère rester dans son académie initiale qui est Versailles plutôt que d'aller à Amiens. Pour garantir aux enseignants la possibilité de rester sur leur juste ça d'origine. On n'observe pas, parce que les enseignants ils ne classent jamais leur académie en pratique. On observe juste que ça c'est l'algorithme qui est en France pour affecter les enseignants. Et nous en fait, le ministère, ce qui se passe, c'est que l'académie initiale, c'est une modification à la fin de la liste. Ça c'est juste pour l'illustration, c'est parce que de ce critère-là, qui est l'enseignant 2, la possibilité de rester initialement à Bordeaux, lui il aimerait rester à Versailles, et s'il obtient Versailles, il veut rester aussi sur son académie par un exemple. Il veut surtout pas aller à Amiens, personne ne veut. Si on prend 3 enseignants, et l'enseignant 3, et en pratique c'est littéralement ce qu'on observe. Il y a des académies qui ont 0, initialement demande à Versailles. L'enseignant 2 initialement qui est initialement à Amiens, lui il va sortir d'Amiens, donner une donc son vœu 1 c'est Versailles, son vœu 2 c'est Bordeaux, et en dernier recours il restera à Amiens, plus attractif en France, et Versailles c'est une académie. Donc si on fait tourner notre algorithme et donc pour simplifier, qu'est-ce qui se passe? À la première étape, l'enseignant uniquement basé sur les 2 et 3 candidats à cet enseignant-là, c'est celui qui aura cet enseignant-là, c'est la flèche ici, candidat à Versailles, et l'enseignant 3 candidat à Versailles. Avec Versailles, il y a un seul poste, c'est celui qui aura la plus haute priorité. Donc Versailles va classer les enseignants décroissants, on sait que l'enseignant 3 a la plus haute priorité, que les préférences des enseignants sont à la première étape, l'enseignant 3 là, temporairement accessé, et l'enseignant 2 va être que les enseignants Versailles classe. Et à la même étape, en fait, on sait que l'enseignant 1, il classait Bordeaux en premier, donc s'il n'obtient pas Bordeaux, il est le seul à avoir son candidaté à Bordeaux, il est temporairement accepté à Bordeaux d'aller à Amiens. Donc à la fin de cette première étape, nous, quand on reçoit l'enseignant 1 et 2, on observe juste ça. L'enseignant 2 qui a candidaté à l'enseignant, il a jamais, et l'enseignant 3 qui est juste l'enseignant 1, il a demandé Bordeaux. Et étape numéro 2, l'enseignant 2, qui est rejeté vers l'académie initiale, on sait qu'il veut absolument pas aller à Amiens. Ça, c'est juste en deuxième vœu, il candidate à l'enseignant 2, et c'est là qu'il aimerait Bordeaux. Lui, il aimerait rester à Versailles. Vu qu'on a modifié les préférences des enseignants qui classent surtout en dernier lieu dans l'académie d'origine, et dans leur académie d'origine, l'enseignant 3, qui en pratique, c'est littéralement son quand l'enseignant 2 candidate à demande d'entrée. Alors que l'enseignant 1 avait été temporairement qui est initialement à Amiens, lui il va à tout prix sortir d'Amiens
Donc il va être accepté. Son V1 c'est Versailles, son V2 c'est Bordeaux, et en dernier recours, il restera à qui 1, soit tout en haut de la liste des priorités. Donc si on fait tourner notre algorithme, L'enseignant 1 qui avait l'affectation préférée, qu'est-ce qui se passe? se fait rejeter. À la première Il va étape, candidater l'enseignant à Versailles. 2 et 3, il aura la priorité puisque c'est la façon cet enseignant-là, c'est la flèche ici, designé, on a donné et l'enseignant 3 candidaté à Versailles. dans son activité. Versailles a un seul poste. Donc il va être accepté à Versailles. Donc Versailles va l'enseignant 3 classer qui les est enseignants temporairement accepté à Versailles se on fait sait que rejeter. l'enseignant 3 Candidate a la à Bordeaux, priorité, va y aller parce que l'enseignant donc initialement à la première étape, l'enseignant 3 va être Et temporairement donc accepté l'enseignant 3 et l'enseignant 2 au final ajouté à 1. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et à la même étape, en fait, on sait que l'enseignant 1, il classait. L'enseignant 1 reste à Versailles, l'enseignant 2 reste à Bordeaux et Il l'enseignant est le 3 seul reste à à candidater à Bordeaux, il est temporairement accepté à Bordeaux. Donc ça c'est un à la fin de cette première étape, stylisé si on rajoute des lignes titulaires, on rajoute des enseignants qui arrivent sans L'enseignant 2 qui a candidaté à Versailles, on va rajouter des et places l'enseignant 3 dans ces qui est exemples-là. C'est juste que ça crée un manque de mobilité, on va un tout petit peu Étape plus numéro limité, 2, mais il reste un l'enseignant manque 2 de qui a été rejeté de Versailles. Et donc ça, On sait qu'il veut c'est absolument pas aller l'affectation à qu'on Lyon. obtient sous l'algorithme actuel qu'utilise le ministère. Il candidate à Et ce Bordeaux. qu'on voit Et ici, c'est là c'est qu'en qu'apparaît fait, si on échangeait ces deux enseignants-là, vu qu'on a modifié l'enseignant 2 les pour préférences version des enseignants s'il était qui affecté classent à en dernier lieu, l'enseignant 1 pour version 2, et s'il était dans leur affecté à académie Bordeaux. d'origine, ils ont la priorité la plus élevée. Et Donc quand l'enseignant 2 on candidate à Bordeaux, affecterait Versailles qui a besoin d'enseignants. alors que l'enseignant 1 avait été temporairement accepté à Bordeaux, l'enseignant 2, à la deuxième étape, il va être accepté avec des enseignants modifiés expérimentés, obtiendrait un enseignant un peu plus jeune. Donc en fait, qu'il soit tout en haut de la liste des On priorités. améliorerait la satisfaction à la fois des L'enseignant 1 qui avait qui obtiendrait leur vœu temporairement accepté à Bordeaux, et on améliorait la il va satisfaction candidater des académies, Versailles, on parlait de satisfaction, ou à nouveau, il aura la plus haute la satisfaction des académies dépend d'avoir une masse donnée salariale donnée à l'enseignant un la peu plus plus hétérogène à hétérogène. son académie d'origine. Et donc c'est toute l'intuition de ce qu'on propose nous comme alternative, L'enseignant on appelle les échanges mutuellement à améliorants. Versailles se fait Qu'est-ce que rejeter. c'est qu'un échange Candidate à mutuellement Bordeaux, améliorant? parce que l'enseignant On a un échange si deux enseignants souhaitent échanger leur donc poste. l'enseignant 3 Donc se ils trouve classent au final affecté à 1. l'établissement de l'autre, Je ne sais pas si vous avez suivi, comme que ça veut dire que personne ne bouge. je veux. L'enseignant 1 Chacun reste à Versailles, l'enseignant 2 reste à Bordeaux et l'enseignant 3 reste à numéro Lyon. 1. Et pour ça, Ça, c'est un exemple un peu stylisé, On si on aura rajoute des des lignes lignes titulaires, des enseignants qui arrivent sans affectation. on va accepter l'échange que si l'enseignant qui entre dans l'académie dans ces un exemples-là, barème, une ça c'est juste que expérience ça fait supérieure à un l'enseignant possibilité, qui on sort va de un petit l'académie. peu plus de mobilité. Et ça, c'est une façon de garantir qu'on ne rajeunit pas les académies Et donc, ça, systématiquement. c'est l'affectation qu'on obtient sous l'algorithme actuel qu'utilise le ministère. Et ce qu'on voit Il ici, identifie c'est qu'en fait, si on échangeait ces deux enseignants-là, améliorant. À partir de l'enseignant 2 l'affectation pour initiale, son B1, on réalise s'il l'échange, était on affecté obtient à une nouvelle Versailles, affectation, l'enseignant 1 on dans identifie son le niveau B1 des s'il était échanges affecté à Bordeaux. mutuellement améliorants, jusqu'à ce que Et l'échange. Et donc, on si on fait ça, affecterait si on revient à l'exemple Versailles qui a précédent, besoin d'enseignants mais plus ça, expérimentés, en fait, recevoir un initiale, enseignant plus c'était expérimenté, et Bordeaux qui on est a une fait académie l'exemple de qu'est-ce qui se passe sous l'algorithme avec des actuel enseignants très du ministère. expérimentés, Sous obtenir un l'algorithme enseignant actuel du un peu ministère, plus jeune. Donc en fait, du point de on vue, obtient l'affectation initiale parce que personne ne bouge. on améliorerait la satisfaction à la fois des deux enseignants Qui obtiendrait leur un plutôt que leur deux. Ce qu'on pourrait faire Et ici, on on améliorerait améliorerait la satisfaction la des académies, permettrait à l'enseignant 2, si et et à l'enseignant l'enseignant 1 1 des académies dépend d'avoir Et donc, dans ce cas-là, on a deux enseignants plus qui hétérogènes. bougent. Et donc c'est toute l'intuition de ce qu'on propose nous comme alternative, qu'on appelle les échanges mutuellement améliorants. Qui voit aussi Qu'est-ce que c'est qu'un échange mutuellement améliorant? À ce On a moment-là, un échange si deux enseignants souhaitent échanger leur poste. donc ils classent l'établissement de l'autre comme leur C'est justement. En fait, il y a deux problèmes avec ça. chacun C'est des là qu'on a un son établissement préféré, C'est que- c'est son vœu numéro 1. Dans Et un sens, sens, certaines académies on prioritaires peut garder la situation restante à bien comme Créteil et et Versailles. améliorer la situation pour toutes les autres On va accepter l'échange que si l'enseignant qui entre dans pénalise pas l'académie nécessairement rien. a un barème Et là, c'est vraiment une question de supérieur à l'enseignant qui sort de Parce l'académie. que si on Et ça, améliore c'est une façon de garantir sans améliorer rien, en relatif, en fait, si chacun peut avoir un sentiment d'être laissé par la réforme. En pratique, on prend en notre absolu algorithme, les enseignants qui sont à rien, lui, en fait, il bougeait à partir de la filiation initiale, on réalise l'échange, Mais on obtient une ce qui est très qualification, très vrai, on c'est là qu'il y a identifie un le projet des d'échange, échanges mutuellement c'est que cet améliorants, enseignant qui a jusqu'à rien, ce qu'il n'y ait plus dans d'exchange. l'algorithme actuel et dans le nôtre, il Donc est si on fait ça, si on revient à l'exemple précédent, mais dans dans notre en fait, l'affectation initiale des enseignants, on avait d'échanger leur poste. on a fait leur situation l'exemple de s'améliore. qu'est-ce qui se Donc, passe dans un sens, sous on pourrait dire l'algorithme c'est du pareil, ministère. pareil, toi, mais Sous l'algorithme actuel du ministère, En pratique, en fait, on ça, obtient c'est la si on fixation s'intéresse initiale, uniquement parce que personne à ne l'aspect bouge. mobilité. Si on s'intéresse aussi à la question de la justice,
Ce qu'on pourrait faire ici, l'échange mutuel de stabilité, c'est qu'il permettrait à l'enseignant 2 de affecté à Versailles et à l'enseignant 1 d'être affecté à Bordeaux. Et donc dans ce cas-là, on a cet enseignant, 2 ans d'expérience, qui est en haut des priorités de tous les établissements et de toutes les académies. Et en fait, il n'avait pas pu accéder à Versailles, il n'avait pas pu accéder à Bordeaux, parce que les enseignants ont le droit de rester dans leur académie d'origine. Mais il y a un sentiment de frustration où, en termes techniques, c'est une violation de barème. Donc on a de la non-stabilité. On viole le barème parce que cet enseignant-là, en fait, il avait un barème supérieur. Et c'est là que ces enseignants-là, ils pourraient accéder dans ces académies. Mais on justifie cette violation de barème par le fait que la situation constante le critère premier, c'est que les enseignants puissent rester sur leur établissement d'origine. Pénalisent pas nécessairement. Violation de barème. Et là, c'est vraiment une question de toute situation où on a un enseignant qui a un supérieur qui n'accède pas à une sans améliorer c'est justifié par le fait que l'enseignant qui reste dans son académie avait un droit à rester dans son académie et n'a obtenu aucun pratique en absolu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les violations de barème. Du fait d'un enseignant qui reste dans son académie. Mais nous, en fait, de ce point de vue-là, on empire les choses parce que quand on échange avec les enseignants, il y a un arbitrage qui se crée. L'enseignant c'est que cet enseignant qui a il va accéder à Versailles l'algorithme d'expérience, alors que l'enseignant de droit d'Amiens, il accède pas à Versailles. Notre algorithme permet à ces 2 enseignants. Et là, en fait, on a une situation de non-respect des barèmes. Donc dans un sens, une violation de priorité, Pareto améliorant de ce point de vue, qui est créée en pratique. En fait, ça c'est si on parce qu'on a des enseignants qui avaient le droit de garder leur poste. Si on s'intéresse aussi à la question de la Maintenant, on a des situations de violation de barème du sentiment dont je parlais de stabilité avant. Et en fait, c'est tout. Ça fait la perception de stabilisation. Des débats. Vous voyez qu'auparavant, des discussions qu'on a eues avec le ministère, avec les syndicats. Cet enseignant, c'est sur 6 ans d'expérience, c'est-à-dire que nous, on est vraiment avec priorité de tous les établissements et toutes les académies. En fait, il avait pas pu accéder à Versailles, il n'avait pas pu accéder à Bordeaux. Quand on réfléchit au processus d'affectation, que ce soit pour les élèves, pour les enseignants. Mais il y a un sentiment de frustration. En fait, il faut vraiment réfléchir à quels sont nos objectifs. Une violation. On hiérarchise les objectifs et on utilise différents types d'algorithmes en fonction des objectifs. Parce que cet enseignant-là, en fait, il avait un barème supérieur. On voit bien, en fait, on a des objectifs qui sont pas accéder dans ces compatibles. Dans le sens où si on demande la mobilité, on crée des violations de barème, on crée un sentiment d'injustice. Le critère, mais on augmente potentiellement la mobilité de son établissement d'origine. Et donc on a cet arbitrage entre quel est l'objectif. Autrement dit, est-ce que votre objectif politique c'est d'augmenter la mobilité? C'est juste mais dans ce cas-là, ça se fait l'enseignant d'un nombre plus grand de situations de rester dans son barème d'enseignant. Ou est-ce que votre objectif politique premier c'est de respecter du fait d'un enseignant qui reste dans son académie, ce qui est actuellement le mais cas? nous, en fait, de ce point de vue-là. Et donc c'est là que nous, quand on présente ces travaux, en général, on est complètement transparent sur cet arbitrage-là. Et je trouve que c'est un des points en fait intéressants d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, parce qu'on le voit quand on parle au syndicat, par exemple, ce qui bloque complètement. Si on parle au ministère, le ministère, il voit exactement l'intérêt d'augmenter significativement la mobilité, même si on a une interprétation plus flexible du barème. Quand on parle au syndicat, qui eux en fait sont là pour protéger les enseignants qui sont déjà en poste, c'est leur rôle et ils le font souvent très bien. En fait, eux, ils sont complètement contre, enfin pas tous les syndicats, l'un des syndicats est assez réticent à ce type d'échange, parce qu'en fait, pour les enseignants, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué de vérifier que si j'ai pas été affecté à Versailles, c'est parce que j'avais pas un barème suffisant. Maintenant, c'est plus valable comme justification. Donc, tout ça pour dire que ces arbitrages-là, ils sont à la fois théoriques et ils sont aussi très politiques. Donc, pour avancer un peu, pour tenir compte des différences d'attractivité entre les académies, on peut, à partir de cette définition d'algorithme, on peut identifier des académies prioritaires qui, suite à un échange, doivent garantir que l'enseignant qui rentre dans l'académie a une priorité supérieure à l'enseignant qui sort. Et priorité, vu qu'en général, le gros du barème des enseignants, c'est basé sur leur nombre d'années d'expérience, ça veut dire que les enseignants qui rentrent dans une académie ont une expérience supérieure aux enseignants qui sortent. Donc ça, c'est un moyen d'affecter les enseignants plus expérimentés. En théorie, on se dirait que c'est top d'avoir ce genre de contrainte dans l'algorithme, qui est tout enseignant qui rentre à Créteil doit avoir un barème supérieur à l'enseignant qui sort de Créteil. Mais en pratique, on voit bien qu'en fait, ça bloque encore plus potentiellement les flux de sortie, puisque tout enseignant qui est à Créteil, du coup, doit trouver un enseignant qui candidate à Créteil avec un barème supérieur. Donc un enseignant qui a peut-être 5-10 ans d'expérience, qui candidate à Créteil. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, potentiellement, on bloque encore plus les flux de sortie de Créteil-Versailles. Donc ces enseignants, dans un sens, la situation actuelle n'est pas top dans le sens où on a beaucoup de flux de sortie, mais en fait, ces enseignants qui ont été affectés à Créteil et Versailles
souvent sans l'avoir demandé. On n'a pas non plus envie de les bloquer à Créteil-Versailles. Et à nouveau, c'est une question d'arbitrage entre quels sont les objectifs politiques à ce niveau-là. Et donc une alternative qui pourrait réduire un peu moins les mouvements de sortie des académies prioritaires, c'est de relâcher la nécessité que tout enseignant qui sort soit remplacé par un enseignant avec un plus haut barème pour uniquement un pourcentage des enseignants de l'académie de Créteil-Versailles. Donc en fait, quand on fait nos simulations, on fait des simulations dans lesquelles aucune des académies n'est considérée comme une académie prioritaire. Et donc là, en fait, on va maximiser la mobilité au plus. On fait des simulations où Créteil et Versailles sont complètement considérés comme prioritaires. Donc tout enseignant qui sort de Créteil et Versailles doit être remplacé par un enseignant avec un barème supérieur. Et là, on va voir qu'on bloque beaucoup la mobilité sortante de Créteil et Versailles. Et on fait des simulations dans ce scénario-là où un certain pourcentage des enseignants de Créteil et Versailles, qu'on a en fait sélectionné, un certain pourcentage des enseignants peuvent sortir sans être remplacés par un enseignant qui a un barème supérieur. Et on a sélectionné ces pourcentages-là pour que les flux de sortie de Créteil et Versailles ce soient exactement les mêmes que ceux qu'on observe sous l'algorithme actuel. Donc ça a été un jeu de tâtons pour déterminer quel pourcentage d'enseignants vont pouvoir sortir de Créteil et Versailles sans être remplacés par un enseignant plus expérimenté. Ça, c'est ce que je viens de dire sur les simulations. Quelles sont les propriétés? Rapidement, donc j'ai les affectations, l'algorithme des échanges mutuellement avantageux. Ça respecte le droit à conserver son établissement initial. Ça maximise la satisfaction des enseignants, ce qui n'est pas le cas actuellement. En fait, on peut le présenter comme ça. Donc ça, c'est une comparaison des propriétés de l'algorithme actuel et de l'algorithme alternatif qu'on propose. Donc, le droit à rester dans son académie initiale, les deux algorithmes le garantissent. L'incitation au report honnête des vœux aussi. La satisfaction maximale des enseignants, on voit de façon très intuitive qu'en augmentant la mobilité, on satisfait bien mieux les vœux des enseignants. En revanche, en termes de respect du barème, du fait des enseignants qui restent sur leur poste et du fait des enseignants qui entrent, l'algorithme actuel en fait respecte pas complètement, mais mieux que ce qu'on fait. Et c'est là qu'il y a un arbitrage qui est donc en termes de simulation, comparaison des performances des différents algorithmes, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données sur le mouvement entre les académies en 2013, et on a 4 informations dont on a besoin pour faire tourner les algorithmes. Les vœux formulés par les enseignants, le barème, qui permet de classer les enseignants dans les différentes académies, l'affectation initiale de chaque enseignant et le nombre de postes vacants dans les académies et les établissements. Et donc on a un échantillon de 19 000 enseignants. On a gardé les 49 disciplines qui ont plus de 10 enseignants qui font une demande de mobilité. Et donc si on regarde, que nous donne, et à partir de ces données-là, on a fait tourner l'algorithme actuel, et on a fait tourner les algorithmes alternatifs qu'on propose nous. Et qu'est-ce qu'on trouve? En fait, donc, sous l'algorithme actuel, vous voyez, sur les 19 000 enseignants, il y en a 3 000 qui obtiennent une mobilité actuellement si on fait tourner les échanges mutuellement avantageux, les EMA, sans académie prioritaire. Donc là, on fait tourner tous les échanges sans imposer que les enseignants qui sortent d'une académie doivent être remplacés par un enseignant qui a un barème supérieur. Là, on peut augmenter la mobilité en moyenne de 56%. Si on fait les échanges mutuellement avantageux avec Créteil, Versailles et Amiens, comme académies prioritaires, dans lesquelles les enseignants sortants doivent être remplacés par des enseignants qui ont un barème supérieur, dans ce cas-là, on augmente en moyenne la mobilité de 21%. Et si on fait les échanges mutuellement avantageux avec certains enseignants de Créteil, Versailles et Amiens qui sont ciblés, quand on appelle les enseignants ciblés, c'est que dans chacune des académies, on a identifié 60% des enseignants qui ont le droit de sortir sans être remplacés par un enseignant qui a un barème supérieur. Et dans ce cas-là, on augmente la mobilité, donc ça fait sens, ça c'est la situation intermédiaire en fait entre le lower bound ici et l'augmentation maximum qu'on peut avoir ici. Et donc on augmente la mobilité de 45% à peu près. Si on décompose ça entre les différentes disciplines, en fait on voit que l'ampleur de l'augmentation elle est différente, mais donc on a regardé, les disciplines elles sont classées par ordre décroissant de nombre d'enseignants qu'on a qui font une demande de mobilité. Et là, c'est uniquement, ces simulations-là, elles sont faites uniquement pour les enseignants en poste. Donc on ne tient pas compte des enseignants néo-titulaires qui font leur première demande de mobilité. En EPS, on avait 705, lettres modernes, maths, anglais. En fait, ce qu'on voit, c'est que, quelles que soient les options, on a une variance, mais on n'a aucune des disciplines en fait, qui sortent heurtées
dans une des options. On a certaines disciplines où les augmentations sont nettement plus fortes, d'autres disciplines où les augmentations sont un peu plus limitées, mais globalement, toutes les disciplines bénéficient des algorithmes alternatifs. Je pense que le tableau vraiment intéressant, c'est celui-ci, c'est en fonction des académies d'origine des enseignants. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est toutes les académies, c'est les mêmes chiffres que j'ai présentés dans le premier tableau, c'est l'augmentation de la mobilité sous les 3 algorithmes moyennes, et ensuite les lignes du dessous, c'est l'augmentation de la mobilité. Si on décompose par académies qui sont non prioritaires, donc les académies non prioritaires, c'est les académies attractives. Et on donne l'exemple de 3 académies qui sont particulièrement attractives, Rennes, Bordeaux et Toulouse. Et pour les académies prioritaires, qui sont les académies de Créteil, Versailles et Amiens, qui sont des académies particulièrement non attractives. Et ce qu'on voit, c'est exactement, en fait, il n'y a aucune différence pour les académies non prioritaires, puisque par définition, quand on définit les académies prioritaires, c'est pour elles qu'on impose que les enseignants qui sortent doivent être remplacés par un enseignant avec un barème plus élevé. Tout ce qui change, en fait, c'est pour ces académies prioritaires, et là, on voit des différences énormes, où si on n'impose aucune contrainte sur quel type d'enseignant peut sortir en termes de qui peut le remplacer, dans ce cas-là, on peut augmenter la mobilité beaucoup à Amiens, Créteil et Versailles. Donc du point de vue des enseignants, potentiellement eux, ils seraient très satisfaits. Du point de vue des inégalités dans ces académies-là, ça veut dire qu'on augmente, si on augmente de 60%, enfin de 58% par exemple, les flux de sortie d'Amiens, ça veut dire qu'il faut augmenter du même ordre de grandeur les affectations de néo-titulaires dans ces académies. Donc on est de retour à l'arbitrage que j'ai mentionné au début, entre est-ce qu'on veut maximiser la mobilité ou est-ce qu'on veut s'intéresser aux inégalités d'affectation des néo-titulaires entre les différentes académies. Si inversement, on est dans l'option où pour ces académies de Créteil, Versailles et Amiens, tout enseignant qui sort doit être remplacé par un enseignant qui a plus d'expérience. Dans ce cas-là, vu qu'il n'y a aucun enseignant avec plus d'expérience qui candidate, en fait, on limite encore plus les flux de sortie de Créteil, Versailles et Amiens. Plus personne ne peut sortir. Avant, ils pouvaient sortir sans être remplacés, sous l'algorithme actuel, sans être remplacés par un enseignant plus expérimenté. Maintenant, on impose avec, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à premier abord, on se disait, c'est une super idée de se dire, tout enseignant qui sort de Créteil, Versailles et Amiens doit être remplacé par un enseignant qui a plus d'expérience. En pratique, en fait, si personne ne candidate à Créteil, Versailles et Amiens, c'est juste bloquer les enseignants dans ces académies. Et donc, la dernière option, qui est en fait l'option qu'on avait faite pour ce que le ministère nous avait demandé des simulations, et donc on a choisi un certain pourcentage des enseignants à Créteil, Versailles et Amiens qui ont le droit de sortir sans être remplacés nécessairement par un enseignant qui a un barème supérieur. Et on a choisi ces pourcentages d'enseignants pour que les flux de sortie de ces académies-là soient plus ou moins les mêmes qu'actuellement. Et donc dans ce cas-là, on voit qu'on peut augmenter beaucoup la mobilité pour les enseignants qui sont dans des académies non prioritaires, et on garde les flux de sortie de Créteil, Versailles et Amiens plus ou moins constants. Et donc c'est de là, en fait, on tire un peu le titre de notre étude qui est « Est-ce qu'on peut améliorer la mobilité des enseignants tout en tenant compte des académies non attractives sans heurter les académies non attractives ?» Et là, il y a tout un débat, il y a toute une discussion à avoir sur qu'est-ce que c'est que ne pas heurter les académies non attractives. Est-ce que c'est juste garder les flux de sortie constants? Mais en pratique, on pourrait aussi dire, oui, mais si on garde les flux de sortie constants dans ces académies, alors qu'on les augmente beaucoup dans les autres, d'un point de vue d'injustice et de ressenti, ça peut être considéré comme heurter les académies les non attractives. Donc ça, c'est plus une question de... Enfin, c'est pas à nous, en tant que chercheurs, de nous prononcer là-dessus, mais je pense que l'intérêt de ce travail, c'était vraiment de montrer qu'il y a une palette de choix en termes d'affectation des enseignants, et que ces choix-là relèvent fondamentalement de choix politiques. Dernière statistique sur les barèmes. J'ai mentionné le fait qu'une autre source d'injustice, c'est notre enseignant qui était dans le graphique avec le graphique A3, on avait l'enseignant d'Amiens qui ne pouvait pas accéder à Versailles alors qu'il avait un barème supérieur. Et donc actuellement, en fait, on a beaucoup de situations d'enseignants dont le barème n'est pas respecté, mais du fait du droit à rester dans son académie initiale de certains enseignants. Ça baisse beaucoup, donc c'est un bon point de nos alternatives. En revanche, on crée des situations où on a des enseignants dont le barème n'est pas respecté du fait d'échanges qu'on a créés. Et ça, c'est clairement un des coûts de l'algorithme alternatif. Donc, pour conclure, on propose un algorithme alternatif
à celui qui est utilisé actuellement par le ministère, qui permet d'améliorer significativement le mouvement, qui laisse à son utilisateur, par exemple le ministère, différentes options d'affectation pour certaines académies prioritaires. Et nous, à titre d'exemple, on a sélectionné 3 options ici, on a fait des simulations et on montre qu'il est possible de maintenir le mouvement dans les académies prioritaires de Créteil, Versailles et Amiens constant, tout en améliorant le mouvement des autres académies.